Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir avec vous sur un exercice très intéressant, un exercice qui m'a été soumis par une élève et qui concerne les trinômes, donc le second degré, avec une fonction hyperbole. C'est un exercice très intéressant parce qu'il va nous permettre de définir et de revenir ensemble sur la notion de courbe d'une fonction en général et sur la condition d'appartenance d'un point à une courbe. C'est un exercice également qui va nous permettre de réviser les tenants et aboutissants d'une symétrie centrale sur une courbe d'une fonction très originale et qui nous permet d'établir une condition pour qu'un point appartienne à une hyperbole, une condition qu'on va prouver à l'aide d'un trinôme. L'exercice est vraiment très intéressant parce qu'il est généraliste, il permet de réviser, de revenir sur plusieurs notions différentes. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. On va prendre le temps de revenir sur chacune de ces notions pour pouvoir les expliciter, les détailler et ensuite essayer de bien raisonner afin de résoudre et aboutir à une correction complète de l'exercice et de toutes les questions qui le constituent. Je suis désolé, ces derniers temps il y a eu énormément d'absences sur YouTube, ça n'est pas très grave, j'ai eu beaucoup de contretemps professionnels et personnels, mais désormais je vais m'inspirer des différents sujets que vous m'avez soumis sur Instagram en l'occurrence, puisque j'ai fait un sondage récemment sur les thématiques qui vous intéressent, et je vais m'atteler à faire des vidéos régulières pour traiter de tous ces sujets-là. Les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous appréciez le travail qui est fourni sur cette chaîne, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, vos partages, vos likes et vos abonnements également, en activant la cloche aussi pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et puis les amis, je vous invite également à vous inscrire, si vous êtes en terminale en l'occurrence, à mon programme qui est dédié pour préparer la spécialité, ou l'épreuve de spécialité qui aura lieu en mars si vous êtes en France, ou les épreuves du baccalauréat si vous êtes dans d'autres pays francophones, donc la Belgique, la Suisse, le Maroc ou autres. N'hésitez pas les amis à suivre le lien que vous trouverez en description pour vous inscrire. C'est un programme d'abonnement qui coûte pas cher du tout, ça coûte à peu près 15 € par mois, ça n'est rien du tout. Et ça vous permet d'avoir accès à mes vidéos de cours détaillées, ça vous permet également d'accéder à mes cours et à mes fiches de cours qui sont également bien explicitées, écrites, et qui détaillent et qui reviennent sur l'essentiel du cours. N'hésitez pas également à voir, à consulter dans ce programme, il y a énormément d'exercices qui sont à la fois détaillés en vidéo, mais également bien rédigés, parce que c'est quelque chose de très important d'avoir une très bonne rédaction, et vous trouverez un recueil d'exercices par chapitre qui sont explicités. Et en plus de toutes ces ressources, quiz aussi, j'en ai pas parlé, des quiz, des exercices, des fiches, des cours détaillés en vidéo et en écrit, vous allez avoir également la possibilité d'accéder à un live privé en petit comité avec moi une fois par semaine afin de répondre à toutes vos questions, et tout ceci pour 15 € par mois. Donc n'hésitez surtout pas à saisir l'opportunité. Les prix vont sans doute augmenter, donc n'hésitez pas tout de suite à aller vous inscrire, le lien est en description. Donc maintenant on va commencer le traitement de cet exercice. Donc avec une hyperbole. Donc l'exercice s'adresse essentiellement aux élèves qui sont en première, mais il peut servir aussi aux élèves qui sont en terminale qui veulent revenir sur ces notions de second degré, puisque ce sont des notions justement qui sont très présentes et récurrentes au programme de la terminale. Donc, avec une hyperbole, donc ici, on note c'est la courbe représentative de la fonction petit f qui est définie sur 0 plus infini, donc l'intervalle 0 plus infini ouvert. La fonction f est définie par f de x égale 1 sur x, donc je rappelle qu'une hyperbole c'est une fonction inverse tout simplement. Donc ici la fonction inverse la plus simple en l'occurrence c'est 1 sur x. Et on va considérer un point i qui va avoir les coordonnées suivantes, 7 quarts et puis 7 sur 6. Donc les coordonnées du point i sont 7 quarts et 7 sur 6. A est un réel strictement positif, petit a, donc c'est un paramètre ici qu'on considère strictement positif. Et on va considérer le point A qui appartient à la courbe C, d'accord, qui va avoir comme abscisse petit a. Donc n'hésitez pas les amis à bien mettre sur pause la vidéo et puis essayez peut-être de faire par vous-même l'exercice et me dire en commentaire si vous parvenez. Et autrement, me dire également vos difficultés avant de continuer le visionnage de la vidéo jusqu'au bout, afin de confronter votre méthode de raisonnement à la mienne. Donc, la première question qui se pose ici, c'est de déterminer l'ordonnée du point. Alors pour le coup, ça peut paraître difficile, compliqué, inhabituel en tout cas, puisque effectivement je sais que les élèves ont beaucoup de difficultés
à gérer les paramètres. Souvent, il y a une grosse confusion entre un paramètre et une variable. Donc ici, il ne faut vraiment pas paniquer du tout. On cherche à déterminer l'ordonnée du point A. Alors, ils nous ont indiqué dans l'énoncé l'abscisse du point A. C'est petit a, qui est un réel strictement positif. Alors, comment déterminer l'ordonnée du point A? Sur quoi on peut s'appuyer pour déterminer cette ordonnée? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on sait dans l'énoncé? On sait que le point A appartient à la courbe C. On note A, le point de la courbe C d'abscisse petit a. Donc, lorsqu'un point appartient à une courbe, il faut savoir, il faut retenir, il ne faut pas oublier que l'image de ce point, c'est-à-dire l'ordonnée du point, pardon, est l'image de son abscisse par la fonction dans la courbe et justement la représentation. Donc, comment rédiger ça correctement? Correction. Petit 1. Alors, donc, le point A. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le point A appartient à la courbe C. Courbe de la fonction f. D'accord? De la fonction f définie par, donc ça ne mange pas de pain de rappeler la définition de la fonction f, définie par f de x égale 1 sur x. Donc ça c'est la représentation, C c'est la représentation de la courbe petit f, et petit f est défini par f de x égale 1 sur x. Par conséquent, l'ordonnée de petit a, puisque l'abscisse de grand A, c'est petit a. Par conséquent, l'ordonnée de A est l'image. C'est quoi? C'est l'image de l'abscisse de A. C'est l'image de l'abscisse de A, donc entre parenthèses petit a, par la fonction f. Donc jusqu'ici, pas de difficulté, c'est simplement de la géométrie repérée niveau seconde, pour le coup même niveau collège. Donc par la fonction petit f. Donc par conséquent, l'ordonnée justement c'est f de a, n'est-ce pas, petit f de a, comme f de x égale 1 sur x, donc l'ordonnée de a c'est 1 sur a. Donc d'où a pour coordonnée du coup c'est petit a 1 sur a. Alors je peux écrire 1 sur a parce qu'ils nous ont précisé dans l'énoncé que petit a est différent de 0. Je vous vois venir en commentaire, petit a est différent de 0. Ils nous l'ont indiqué à l'énoncé, donc l'abscisse petit a, donc a est un réel en fait qui doit être non nul tout simplement. Parce que si c'est nul, le point A ne peut pas appartenir de toute façon à la courbe petit f. À la courbe C, pardon, de représentation de la courbe de la fonction petit f, parce que la fonction petit f est justement une fonction hyperbole. Donc la fonction hyperbole, comme elle a ici un x au dénominateur, la condition d'existence, c'est l'exclusion de la valeur interdite, et la valeur interdite ici c'est 0. Donc voilà, donc les coordonnées de A, c'est petit a et 1 sur a. Petit 2 maintenant, on note B le symétrique de A par rapport à I. Montrer que les coordonnées du point B sont 7,5 moins A, 7 tiers moins 1 sur A. Alors voyez bien les amis, ici, ils nous ont donné un petit schéma, si vous regardez bien l'écran. On a le point A qui lui appartient à la courbe, qu'on voit ici, d'accord? Le point A qui est ici. On nous a donné un point I, d'accord? Un point I, ils nous ont donné ses coordonnées, si vous remarquez bien dans l'énoncé, c'est 7 quarts, 7 sixièmes, d'accord? Donc on sait les coordonnées du point I. Et on nous dit en plus que le point B, c'est le symétrique par rapport au point I du point A. D'accord? B est le symétrique de A par rapport au point I. Donc là, je vous ramène à vos souvenirs lointains sur la symétrie centrale. La symétrie centrale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand un point est le symétrique par rapport à un autre point, eh ben, on va avoir une spécificité qui concerne justement le milieu. Ici, en l'occurrence, B, c'est le symétrique de A par rapport à I, donc on peut en déduire que le point I, c'est le milieu du segment AB. Ça, c'est la chose qu'il faut absolument ne pas oublier.
et qui est vraiment utile à chaque fois que vous avez symétrie centrale. N'oubliez pas ça, les amis. Donc, B est le symétrique, le point symétrique de A par rapport à I. Cela veut dire quoi? Par conséquent, I est le milieu du segment. I est le milieu du segment AB. D'accord? C'est très simple. On a un point A, d'accord? On a un point I. Le symétrique de A par rapport à I, déjà pour pouvoir le représenter, il faut que je représente une distance IB qui soit égale à la distance IA. D'accord? Donc ça veut dire tout simplement que AI égale à IB, cela veut dire que I est le milieu du segment AB. Donc voilà, très bien. Donc ça c'est la première chose, le premier constat, la première déduction qu'on peut faire de cette proposition, de cette assertion qui est celle de dire que B est le symétrique de A par rapport à I. Maintenant qu'on sait ça, en quoi ça va nous aider en fait? Parce que, souvenez-vous, ici l'objectif ce n'est rien d'autre que de déterminer les coordonnées du point B. Donc, les coordonnées du point B, donc qui dit milieu et coordonnées, ça doit nous rappeler la propriété suivante qui concerne les coordonnées du milieu d'un segment. Ça c'est très important les amis, c'est fondamental même. Alors, je vous fais le petit rappel ici. Rappel, alors imaginez si vous avez un point par exemple A, vous avez un point B ici, on a un point I, peu importe la disposition de ces points. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour déterminer les coordonnées du point I, milieu du segment, XI et YI, je peux les représenter ou je peux les avoir, les exprimer en fonction des coordonnées du point A et du point B, des extrémités du segment. Donc XI égale à XA plus XB divisé par 2, et YI égale à YA plus YB divisé par 2. Alors évidemment, XA et XB, ce sont les abscisses de A et B, YA et YB, ce sont les ordonnées de A et B. Donc voilà, ça c'est une propriété aussi qui peut être vraiment utile et qui en l'occurrence peut nous aider. Évidemment les amis, je le répète encore une fois, à tout moment n'hésitez pas à mettre sur pause et à continuer l'exercice par vous-même. C'est l'objectif aussi, ce n'est pas simplement une correction qu'on va voir pour se faire plaisir ou pour réviser ou par curiosité, mais c'est également le moyen, c'est un instrument pour que vous travailliez. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à continuer l'exercice, à me dire en commentaire si vous bloquez ou pas, et puis ensuite simplement comparer ce que j'ai trouvé avec ce que vous trouvez, d'accord? C'est l'objectif et je trouve que c'est le moyen idéal pour justement mettre à profit ces vidéos-là. Voilà, c'est vraiment du visionnage actif. On visionne avec une feuille, un stylo, et puis on essaie de faire aussi, et puis on essaie de prendre des notes, et puis si on est bloqué, à ce moment-là, on appuie sur play et on continue. Alors, très bien. Donc là, maintenant que je vous ai rappelé cette notion-là, on va revenir à notre exercice. Parce qu'ici, en fait, il ne s'agit pas de déterminer les coordonnées de I, vous en doutez certainement. Parce que I, on a déjà ses coordonnées dans l'énoncé. A, on a déjà ses coordonnées dans l'énoncé. Ce qu'il nous faut, ce sont les coordonnées de B, en fait. D'accord? Mais ça n'est pas très grave. On va quand même utiliser la propriété que je viens de rappeler. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que B est le symétrique de A par rapport au point I. Par conséquent, I est le milieu du segment AB. Très bien. Donc, prenons les coordonnées de I. Bon, je ne vais pas les appeler XI, YI. Je les ai déjà. Alors, XI, c'est quoi ici en l'occurrence? XI, c'est 7 quarts. Donc ça, c'est précisé dans l'énoncé. 7 quarts est égal à l'abscisse, donc je peux écrire donc 7 quarts qui est XI en fait, c'est égal à XA plus XB divisé par 2. Alors, XA, c'est quoi? XA, c'est quoi? XA ici, bah, c'est A, c'est petit a. L'abscisse du point A, c'est petit a. Plus, évidemment, XB, c'est ce que je cherche, divisé par 2. Alors évidemment, ici, les amis, il
faut quand même être rigoureux, et c'est quelque chose que je vois souvent dans les copies des élèves, ou quand je travaille avec les élèves. Souvent ils parachutent des paramètres, des variables, sans pas au préalable les définir. Parce que ici, si j'écris xb, je peux avoir cette tentation d'écrire xb, moi je sais ce que c'est, mais le correcteur ne le sait peut-être pas. Et il faut partir du principe que le correcteur, lui, ne connaît pas le fond de ma pensée. Donc même si c'est évident pour vous, ça ne l'est pas forcément pour n'importe qui. Donc si j'introduis xb, eh ben, il faut que je précise ce que c'est, d'accord? Donc si b a les coordonnées xb, yb, je l'écris, ça ne mange pas de pain, comme ça au moins j'introduis d'abord xb, yb, d'accord? C'est comme dans une conversation, si je suis en train de discuter avec quelqu'un, et puis quelqu'un se permet d'exprimer son opinion sans avoir été introduit, sans s'être présenté, c'est incohérent, d'accord? D'abord, prenez le temps d'introduire toutes les variables que vous allez mettre dans votre calcul, c'est quelque chose de très important, et la rigueur est vraiment le fondement des mathématiques. Donc 7 quarts égale à a plus xb sur 2. Désormais que j'ai défini ce que c'est que la variable la variable xb, je peux me permettre d'écrire ça. Très bien. Ok, mais j'ai pas seulement ça, j'ai également une égalité qui concerne les ordonnées. Donc l'ordonnée du point i milieu, c'est donné ici également dans l'énoncé, c'est 7 sixièmes. 7 sixièmes, 7 sur 6 égale 7 sur 6 égale. Donc c'est l'ordonnée de a, donc ya plus yb, entre guillemets, divisé par 2. Or, l'ordonnée de a, c'est quoi? L'ordonnée de a, je l'ai précisé à la question précédente, c'est 1 sur a. D'accord? Donc, 7 sixièmes est égal à 1 sur a plus yb. Je peux écrire yb désormais parce que je l'ai déjà écrit ici, je l'ai présenté, et je divise par 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qui nous intéresse, nous, justement, le but de cette question, c'est de déterminer les coordonnées du point B. Donc, ce qu'il nous faut ici, c'est xb et le yb. Donc, il s'agit simplement de résoudre deux équations de premier degré à une seule inconnue, en l'occurrence xb dans la première équation et yb dans la deuxième équation. N'hésitez pas, les amis, à mettre sur pause encore une fois, essayez de le trouver par vous-même. Je sais que beaucoup d'entre vous, malheureusement, ont des difficultés de calcul, des difficultés qui remontent au collège, que vous soyez en première, que vous soyez en terminale, que vous soyez même au supérieur. C'est le fléau de notre temps. Donc, le seul moyen de combler cette carence, c'est de travailler, c'est de faire des calculs au quotidien. Donc, maintenant, comment je peux déterminer xb, yb? Très simple. Donc, on commence par nous débarrasser des dénominateurs. On peut multiplier à gauche et à droite par 2 des deux côtés. Donc, si je multiplie par 2 à gauche, ça fait 7 demi. Donc 2 fois 7 sur 4, je peux simplifier par 2 par 4, d'accord? Égale à a plus xb. Et je vais multiplier également dans la deuxième équation par 2 de part et d'autre. Donc ça nous donne 7 divisé par 3, 7 tiers égale 1 sur a plus yb. Et ensuite, les amis, qu'est-ce qu'il nous faut trouver? Qu'est-ce qu'on est venu chercher dans cette question? On est venu chercher les valeurs de xb et de yb. Donc pour pouvoir les déterminer, ces valeurs-là, on va se débarrasser de a, donc on va le déplacer de l'autre côté, on va se débarrasser de 1 sur a de manière à isoler xb et yb. Par conséquent, je trouve xb égale donc à 7 demi moins a, et yb, on trouve que c'est égal à 7 tiers moins 1 sur a. Du coup, b, donc j'arrive à trouver les coordonnées, les fameux coordonnées du point B, donc le xb et le yb, c'est 7 demi moins a et 7 tiers moins 1 sur a. Voilà les amis, j'espère que vous avez trouvé la même chose. Donc 7 demi moins a, 7 tiers moins 1 sur a. 7 demi moins a, 7 tiers moins 1 sur a, c'est exactement ce qui nous est demandé dans la question 2. Alors, la question 3 est super intéressante. Pourquoi? Parce que ici, on nous demande de démontrer une équivalence. On nous demande de démontrer que B n'appartient à la courbe C que si et seulement si 2a au carré moins 7a plus 3 égale à 0. Et là, les amis, c'est là où vous voyez un petit peu le second degré qui apparaît. Alors, très important, je vous demande d'être attentif. L'appartenance d'un point à une courbe est conditionnée par quoi? Qu'est-ce que cela signifie quand un point appartient à une courbe d'une fonction? Quelle est la signification, quel est le sens d'une appartenance d'un point à une courbe? Alors, beaucoup d'élèves manient des courbes, manient des fonctions, savent parfaitement faire des calculs. N'hésite pas
à répondre d'une manière machinale, ils répondent souvent très juste, mais ils ont cette ignorance de ce que signifie réellement une courbe déjà. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle une courbe? Et surtout, comment est-ce qu'on définit une condition pour qu'un point appartienne à une courbe? Une courbe, les amis, c'est quoi? C'est une représentation d'une fonction dans un repère. Une représentation d'une fonction dans un repère, elle signifie que tous les points qui appartiennent à cette courbe vont avoir un couple de coordonnées x, f de x, d'accord? X, f de x. Donc, si par exemple, ici, peu importe la fonction, d'accord? Si ça, c'est ma courbe c de f, d'une fonction f, si je prends un point quelconque appartenant à cette courbe, par exemple le point M, si je projette le point sur l'axe des abscisses, je vais trouver x, son abscisse, d'accord? Eh bien, figurez-vous en fait que si je prends x et je calcule son image par la fonction f, d'accord? Si je fais f de ce fameux x, vous savez quoi? Je vais trouver exactement l'ordonnée du point, d'accord? Donc le y de ce point M, son ordonnée, c'est l'image de son abscisse par la fonction petit f. L'ordonnée du point est l'image de son abscisse par petit f, par la fonction dont la courbe est une représentation. C'est très simple, c'est dit comme ça paraît évident, mais souvent c'est négligé par les élèves dans le raisonnement. Donc, maintenant que vous savez ce que signifie l'appartenance d'un point à une courbe, essayons ensemble de déterminer la condition d'appartenance du point M du point B à la courbe C. Donc, je crois que c'est la question 3, si je ne me trompe pas, oui, tout à fait. Donc, on va montrer que B n'appartient à C que si et seulement si. Et là aussi, j'attire votre attention sur la formulation de cette équivalence. Je rappelle qu'une équivalence en logique, ce sont deux implications, c'est-à-dire qu'on a une proposition A qui implique une proposition B, et on a une proposition B qui implique à son tour la proposition A, qu'on peut partir de n'importe lequel des deux sens et arriver au sens opposé. D'accord? Donc, très bien. Donc, alors, pour traiter cette équivalence, soit on part par équivalence, d'accord? Soit on peut faire dans deux sens différents. Donc, moi je vais faire l'équivalence. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, B, alors, B appartient à la courbe C, en fait, si et seulement si et seulement si quoi? Si et seulement si l'image de l'abscisse de B est égale à son ordonnée. D'accord? Je vais l'écrire. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire textuellement comme je vais le faire, mais j'insiste pour le faire pour que vous gardiez ça, pour que vous l'écriviez, que vous l'encadriez, que vous vous en souveniez. Donc si et seulement si l'image de l'abscisse de B est égale à son ordonnée. Donc, cela signifie quoi en d'autres termes, mathématiquement, par calcul? Qu'est-ce que cela signifie? Si et seulement si. Alors, l'image, bien sûr, l'image par quelle fonction ici? L'image par la fonction f, n'est-ce pas? Parce que c'est la représentation graphique de f. Donc, l'image par f. Je vais préciser ici, par f. Alors, si et seulement si, du coup, f de l'abscisse de B. Mais c'est quoi l'abscisse de B, les amis? Quelle est l'abscisse de B? L'abscisse de B, on l'a déterminé, c'est 7,5 moins A, n'est-ce pas? 7,5 moins A. Donc, si et seulement si f de 7,5 moins A est égal à l'ordonnée de B, c'est quoi l'ordonnée de B? Je l'ai déterminé également. C'est 7 tiers moins 1 sur 1. D'accord? 7 tiers moins 1 sur 1. Donc, B n'appartient à la courbe C que si et seulement si, je vais l'écrire encore, même si c'est rébarbatif, f de 7,5 moins A égale à 7 tiers moins 1 sur 1. Ok, bon maintenant, mettez sur pause et traduisez ce que cela signifie. Essayez de trouver peut-être la véritable condition, celle qui nous a été présentée dans l'énoncé. Très simple les amis. F c'est quoi? C'est quoi la fonction f? C'est une fonction hyperbole, donc c'est 1 sur x. Donc la fonction f inverse. Donc je vais écrire 1 divisé par 7,5 moins a égale à 7 tiers moins 1 sur 1. Et là, c'est le début des problèmes pour nombre d'entre vous, parce que malheureusement, ici on n'a pas le choix, il va falloir calculer et simplifier.
D'accord? Donc, on a une fraction dont le dénominateur est également constitué d'une soustraction, d'une différence de deux fractions. Donc, il est nécessaire de faire une réduction même dénominateur au niveau du dénominateur de la première fraction. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 2. Donc, on réduit au même dénominateur, on obtient 7 moins 2a, le tout divisé par 2, égale, puis à droite, je vais faire également une réduction même dénominateur. Donc, on obtient 7a moins 3, le tout divisé par 3a. Donc, j'ai multiplié la première fraction par a, numérateur et dénominateur, et la deuxième par 3. Et puis, les amis, ici, donc, on a une fraction 1 divisé par 7 moins 2a sur 2. Donc, a divisé par b sur c. Ça revient à faire a fois c sur b, d'accord? On inverse, la relation devient, plutôt que d'avoir une division, eh bien, on convertit ça en multiplication. Donc, on obtient 2 divisé par 7 moins 2a égale à 7a moins 3 divisé par 3a. Évidemment, les amis, ici, je rappelle encore que a ne peut pas être nul. Hein. Donc, la condition d'existence, soyez tranquille, ça ne peut jamais être nul parce que a, c'est l'abscisse, petit a, c'est l'abscisse du point A qui appartient à la courbe C. La courbe C étant la courbe représentative de la fonction hyperbole, le a ne peut jamais être nul. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut avancer dans ce calcul, désormais qu'on a cette égalité? Alors, le plus simple, pour moi, alors il y a des élèves qui vont faire une autre technique, qui vont tout rassembler à gauche et réduire en même dénominateur. Pour moi, le plus simple, c'est d'utiliser la propriété qui nous dit que quand on a une égalité de fractions, on peut multiplier les diagonales de ces deux fractions. Je m'explique. Lorsqu'on a a divisé par b égale à c divisé par d, on peut dire évidemment que si je multiplie a avec d, d'accord, ad égale le produit b fois c, d'accord? Je peux multiplier les diagonales et garder l'égalité. C'est ce que je vais faire. Donc, si on fait ça, donc tout en gardant évidemment l'égalité, ne vous inquiétez pas. 2 fois 3a, ça fait 6a, et donc ici, de l'autre côté, on va avoir 7a moins 3, facteur de 7 moins 2a. L'équivalence qu'on va avoir ici, c'est que 6a égale, et je vais développer le deuxième terme. Donc on a une double distributivité, on va distribuer le 7a sur le 7 et moins 2a, on obtient 49a, 7 fois moins 2a, ça fait moins 14a carré, d'accord? Moins 3 fois 7, ça fait moins 21, moins 3 fois moins 2a, ça fait plus 6a. Et maintenant, les amis, je peux tout rassembler à gauche. Donc je rassemble tout à gauche. On obtient quoi? On obtient 6a, plus, donc du coup, moins 49a, plus 14a carré, plus 21, moins 6a, égale 0. Je vais réassembler tout ceci, je vais réassembler tout ça, de manière à pouvoir placer le degré le plus élevé, donc le carré en premier, 14a carré. Ensuite, je vais passer à l'assemblage de tout ce qui dépend de a. Bon, déjà, on observe ici qu'on a une simplification évidente. 6a avec moins 6a, ça disparaît. Il reste moins 49a plus 21 égale 0. Alors, les amis, il y a des élèves qui vont s'arrêter là et vont dire bon, bah, on n'a pas trouvé la bonne condition. Sauf que on n'a pas fini. Il reste encore une toute petite étape, d'ailleurs, qui saute aux yeux, qui est une étape de factorisation. Regardez bien, les amis, le 14 est divisible par quoi? Par 7. 49 est divisible également par 7 et 21 par 7. Donc, je peux continuer le calcul en factorisant par 7. Si je factorise par 7, j'obtiens 7 facteurs de 2a carré, moins 7a, plus 3, égale 0. On a un produit nul, 7 fois quelque chose égale 0. Comme 7 est non nul, donc c'est que forcément, le deuxième facteur est nul. Donc, ça équivaut à 2a carré moins 7a plus 3 égale 0. Donc, B n'appartient à C. Le point B ne peut appartenir à la courbe C que si petit a vérifie 2a carré moins 7a plus 3 égale 0. Et voilà les amis, la condition sur le point B. Cette question est ultra importante. Alors même si vous n'avez pas réussi à la faire, si vous avez compris, n'hésitez surtout pas à la refaire, parce que c'est une question qui est fondamentale, qui est classique et qui permet justement de comprendre la condition d'appartenance d'un point à une courbe, et en l'occurrence ici, de faire également des calculs, parce que c'est quelque chose qui est super important et que je vous invite vivement à faire et refaire quotidiennement. Ok, très bien. Donc là, on a traité cette question, et puis dernière question, c'est finalement la finition de ce qu'on a entrepris dans cet exercice, c'est de déduire qu'il existe 2 points appartenant à la courbe C, 2 points seulement appartenant à la courbe C,
qui sont symétriques par rapport à I. Il y a 2 points, il y aurait 2 points appartenant à C qui seraient symétriques par rapport à I. Alors, pour qu'un point soit symétrique à A par rapport à I, il faut que ce point, d'accord, il faut que ce point vérifie, donc il faut que A, petit a, donc l'abscisse du point A, vérifie 2A carré moins 7A plus 3 égale 0, d'accord? C'est ce qu'on va écrire ici d'ailleurs. Afin qu'un point soit symétrique, afin qu'un point soit symétrique, par rapport, symétrique bien sûr, à, je vais l'indiquer ici, symétrique à, par rapport à quoi? Symétrique à A, par rapport à I, il faut que 2A carré moins 7A plus 3 égale à 0. Qu'est-ce que ça vous évoque, les amis? Ça vous évoque un trinôme, donc une expression de second degré, une équation de second degré à une inconnue. Donc, eh ben, on fait le classique, c'est-à-dire qu'on calcule le discriminant, delta b carré moins 4ac, et on regarde en fonction du signe de delta le nombre de solutions qu'on va obtenir. Donc, on calcule le discriminant. Delta égale AB carré moins 4AC, moins 7 au carré moins 4 fois 2 fois 3. On obtient 49, moins 4 fois 2, ça fait 8 fois 3, 24. Moins 24. Et 49 moins 24, ça fait 25. 25 est strictement supérieur à 0. Donc, il y a 2 solutions distinctes, n'est-ce pas? 2 solutions distinctes. 2 solutions distinctes. Alors, ces solutions distinctes, eh bien, c'est quoi? C'est petit a est soit égal à moins b moins racine de delta sur 2a, donc moins b ça fait 7, moins racine de delta qui est 5 sur 2 fois 2 ça fait 4, ou bien a égale moins b plus racine de delta divisé par 2a. Donc 2 fois 2, pardon, ça fait 4. Donc petit a égale à 7 moins 5, ça fait 2, 2 sur 4 ça fait 1 demi, ou bien petit a égale à 7 plus 5 ça fait 12, 12 sur 4 ça fait 3. Donc soit a égale à 1 demi, soit a égale à 3. Par conséquent, en fait, il y a 2 points, donc il existe, par conséquent, il existe 2 points, d'accord? Il existe 2 points symétriques. Il existe 2 points symétriques à A appartenant. Il existe 2 points symétriques à A appartenant à C. Donc symétrique à A, bien sûr, par rapport à I. Hein, par rapport à I, d'accord? Il existe 2 dispositions. Donc il existe 2 points symétriques par rapport à I, à A appartenant à la courbe C. Et donc ces 2 points, on peut les avoir que si petit a est égal, donc à 1 demi et ou A3. Pour A égale 1 demi, le point B va avoir les coordonnées. Donc petit a, souvenez-vous, les coordonnées du point B, c'est quoi? Attention, coordonnées du point B. Hein. Les coordonnées du point B, pas du point A, les coordonnées du point B, on avait dit c'était 7 demi moins A, 7 tiers moins 1 sur A, donc 7 demi moins A. Donc 7 demi moins 1 demi, et 7 tiers moins 1 sur A. Donc 7 tiers moins 1 sur A, oui c'est ça. 7 tiers moins 1 sur A, donc 1 sur A, 1 sur 1 demi, ça fait 2. Donc le point B, dans ce premier cas, c'est 7 moins 1, ça fait 6, sur 2, ça fait 3. Et je vais réduire mon dénominateur aussi, 7 tiers moins 2, donc ça fait 7 moins 6 sur 3, ça nous fait 1 tiers. 7 moins 6, ça fait 1. Donc 1 tiers. Donc 3, 1 tiers. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si A, pour A égale, cette fois-ci, on prend la deuxième possibilité, pour A égale à 3, le point B, symétrique de A par rapport à I, le point B a les coordonnées. Donc B égale, donc ici c'est 7 demi moins 3 et 7 tiers moins 1 sur A, donc moins 1 sur 3. Donc le point B, si je réduis mon dénominateur, l'abscisse, ça fait 7 demi moins 6 sur 2, donc 7 demi moins 6, ça fait 1 demi.
Et 7 tiers moins 1 tiers, ça fait 6 sur 3, et 6 sur 3, ça fait 6 tiers, ça fait 2. Voilà les amis, donc les deux possibilités de symétrique par rapport à A, et c'est pas pour n'importe quel A, il faut que l'abscisse du point A soit égal à 3, soit égal à 1,5. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. C'est un exercice hyper intéressant parce qu'il nous a permis de réviser beaucoup de choses, qui mélangent, moi j'adore les exercices qui mélangent plusieurs notions géométriques, des notions dans le repère, des notions concernant les fonctions générales, des notions qui concernent les courbes des fonctions, les conditions d'appartenance d'un point à une fonction. Ça porte également sur les trinômes de second degré, sur la résolution d'équations, sur énormément de notions. Donc n'hésitez pas les amis, comme d'habitude, si vous appréciez tout le travail qui est fait sur cette chaîne, à vous abonner, à activer la cloche, ça permettra de donner la visibilité à tout ce travail fait sur cette chaîne et sur mes réseaux sociaux également. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Puis j'ai également un compte TikTok sur lequel je publie des vidéos très courtes, dynamiques, qui durent moins d'1 minute et qui reviennent sur des techniques de calcul qui vous sont très utiles. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre également sur ce réseau-là. N'hésitez pas, si vous appréciez ma méthodologie, ma pédagogie, si vous appréciez mes techniques, mes astuces, à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com pour des cours particuliers, individuels ou collectifs, en petits groupes. Je travaille avec les élèves du lycée, du supérieur, et puis également pour les élèves qui préparent des concours, des examens. N'hésitez pas également à, si vous êtes en terminale, et je vais bientôt ouvrir également l'abonnement Mathflix pour les élèves de première, j'ai presque fini le programme de première d'abonnement, donc n'hésitez pas à suivre le lien que vous trouverez en description pour vous abonner à cette plateforme. Ça vous donnera accès à une multitude de ressources, que ce soit des vidéos de cours, d'exercices détaillés, des fiches, que ce soit écrites ou en vidéo. Et puis également la possibilité d'avoir avec moi une fois par semaine un live qui est restreint aux élèves de ma communauté afin de répondre à toutes vos questions. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux-là. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.